Salut. Alors attends, je voulais te montrer quelque chose, je sais pas si on verra bien. Ouais, on voit plus ou moins parce que il y a la fenêtre. Le problème c'est que si j'ouvre la fenêtre, bah c'est foutu quoi. Il y a plein d'oiseaux dans le jardin. Je sais pas si tu les vois, j'essaie de faire en sorte qu'on puisse les voir. Donc ce matin je devais faire quoi? Je devais revoir les parcelles, modifier le système, mais je vais pas le faire parce que il a gelé. Bon, donc quoi, toi des fois tu penses que tu as encore du temps, mais en fait t'en as pas. Et il va falloir que je fasse autrement. Donc je vais faire autre chose parce que je t'explique ça sur place. Salut, c'est Denis. Aujourd'hui je voulais qu'on voit un petit peu ensemble cette question de comment ne pas être esclave de son jardin. Ça veut dire tout simplement comment ne pas passer toute sa vie, tout son temps, jusqu'à même en dégoûter. Parce que ça arrive souvent d'ailleurs, hein, qu'on ait quelque chose qu'on a envie de faire et puis on se rend compte qu'on n'avait pas mesuré l'ampleur de la tâche. Et puis, vas-y, grimpe, t'as envie de grimper. Oh là, je te jure, dès que je mets une caméra en route, hein, c'est une star. Et du coup, on se dit, non, vu le temps que ça prend, laisse tomber, j'aurais jamais dû faire ça de ma vie, etc. Et puis on lâche tout. Alors qu'en fait, il y a plein de petites astuces qui te permettent d'y passer moins de temps, mais c'est surtout, en fait, pour que le temps que tu y passes soit un temps efficace et amusant pour toi, ludique. Voilà. N'hésite pas, je t'invite tout de suite à t'abonner, cliquer sur la cloche, me lâcher un pouce bleu et un commentaire suite à cette vidéo. Si tu as des questions ou des observations ou un témoignage à y mettre en place. Voilà un petit peu. Alors je vais te faire un petit tour complet du jardin. Je te mets rapidement quelques petites astuces. Puis je te fais là ce matin il a gelé, première gelée. J'ai plein de petits trucs à t'expliquer et je te ferai ça en caméra où je me balade dans le machin et puis je te montre un peu en même temps le truc. C'est une vidéo qui va être courte. Pour plein de raisons, parce que voilà, et puis parce qu'il caille. Les choses telles qu'elles sont. Toi, t'es comme ça, bref, non, mais il fait -2, -3, je crois, un truc comme ça là. Bon, bref, il caille. Donc, ouais, au niveau des astuces, tu remarques que l'ensemble des parcelles que j'ai, je vais te montrer en plus en détail. Je travaille sur un paillage, je travaille sur un système qui, est associé. C'est deux principes fondamentaux. Travailler sur un paillage et travailler aussi en associé, et pas en associé qu'avec des légumes, mais en associé avec des légumes, des fleurs, des plantes médicinales et aussi des plantes sauvages, plus des arbres fruitiers comme tu vois sur le côté. Cet ensemble-là, si tu veux, cet ensemble repose sur toute la stratégie que j'ai mis en place au niveau de l'holisticulture et de l'eau-essence. C'est la base même du système que j'ai créé, plutôt pas créé, mais en tout cas que j'ai... je sais pas comment expliquer ça, enfin bref, que j'ai bidouillé pour arriver à mettre un truc qui reprend ce que je m'amène à t'expliquer. Ça veut dire un système qui se rapproche le plus possible, mais là par contre par rapport à d'autres systèmes, encore plus si tu veux, de ce que l'on pourrait trouver à l'état sauvage. C'est vraiment l'idée, si tu veux, c'est de créer un jardin sauvage tel que tu pourrais le trouver au sein même de la nature. Ça veut dire, voilà, tu as des arbres qui poussent naturellement, des plantes qui poussent autour, et qu'est-ce qui se passe? Est-ce que j'ai quelque chose de très rangé? Est-ce que j'ai quelque chose de très linéaire? Est-ce que j'ai quelque chose qui est étagé comme ça, avec une forme de légumes suivie par une autre forme de légumes? On sait bien que non. Ça marche plutôt soit de manière isolée, soit de manière groupée, sous forme de massif. D'accord? C'est la manière à laquelle la nature s'organise. Et l'idée est d'arriver à s'organiser recréer le même système et de le retransplanter ici, afin que par la suite, ce que tu as mis en place en tout premier ordre, puisse se régénérer automatiquement et que tu n'aies plus besoin d'y intervenir. Et ça, je le fais, c'est ma première astuce, c'est que j'utilise énormément de légumes perpétuels. Parce que je n'ai qu'une seule fois à les mettre en terre, et qu'après c'est fini, j'ai plus à m'en occuper. Et ça, si tu veux, ça t'enlève du temps, le temps que généralement tout jardinier doit faire au printemps, ça veut dire faire du semis, faire du repiquage en pleine terre. Ça prend du temps. Et si tu arrives à mettre pas mal de légumes perpétuels dans ton jardin, tous ces légumes perpétuels t'enlèvent une partie de ce que tu aurais besoin de faire en semis. Donc c'est un gain de temps, si tu préfères. Le fait de travailler avec des légumes perpétuels, mais aussi avec tout ce que je t'ai expliqué, permet de créer une synergie au niveau du jardin, qui va faire que l'ensemble va, amener inévitablement, rassure-toi, elle n'est pas très loin. Quand je dis amener, c'est pas genre, tu vois, en tout cas la regrouper autour de ton jardin une énorme biodiversité. Déjà au niveau du sol, parce que le fait de pailler le sol va t'amener une biodiversité inévitable au niveau de ton sol, mais aussi tout autour, et y compris au niveau aérien. Ce qui fait que cette biodiversité va travailler pour toi, clairement.
et elle va travailler pour toi pour pouvoir traiter tous les problèmes généralement récurrents au niveau du potager qui sont des problèmes de ravageurs, d'accord? Parce que cette biodiversité va inévitablement amener aussi des prédateurs, et ces prédateurs vont se nourrir de ce qui t'aurait obligé sans ça à devoir traiter au niveau insecticide et tout ce qui serait éventuellement produit antigastéropodes, tu vois un petit peu. Donc ça s'installe sur le temps, bien entendu, parce que tout ce qui est naturel ne se fait pas en un jour, hein, il faut quelques années, mais mine de rien, tu arrives à ce système-là à partir du moment où tu mets les conditions. C'est toujours pareil, c'est les conditions qui doivent être mises en place. Donc ça, c'est la deuxième astuce, c'est de ne plus avoir à traiter, si tu veux. Plus de traitement, c'est fini. Tu as la nature qui agit avec toi. Et le fait de travailler avec d'autres légumes, en synergie, vont aussi te permettre d'éviter un grand nombre de maladies. Et surtout avec des légumes perpétuels, qui sont nettement plus rustiques et résistants. Et surtout qu'en plus derrière, ce qui me reste à semer comme légumes, c'est pas grand chose en fait. Hein. J'utilise beaucoup de légumes vivaces et perpétuels, et en définitive peu de légumes annuels. Et dans ce qui me reste en légumes annuels, c'est ce qui n'est pas trouvable en perpétuel. C'est comme ça aujourd'hui que je fonctionne. Et dans ces légumes annuels, en définitive, ce que je vais utiliser, c'est des variétés anciennes, exclusivement des variétés anciennes, parce qu'elles sont nettement plus rustiques. Clairement, c'est le cas. Je peux le dire. Alors oui, elles n'ont pas tous les avantages des semences dites modernes, c'est vrai, mais après, c'est à chacun de peser le pour et le contre. Je trouve qu'il y a plus de pour par rapport aux conditions que je mets que de contre. Donc je préfère utiliser des variétés anciennes. Après, d'autres personnes auront certainement d'autres critères qui renversera, si tu veux, la tendance. Mais me concernant, clairement, c'est les variétés anciennes sur lesquelles je suis depuis de nombreuses années. J'ai monté des collections complètes comme ça, qui aujourd'hui sont en autoproduction, c'est-à-dire que je les produis quasi à 100%, à part sur les choux, où il y a certains choux encore, par exemple les brocolis, que je ne produis pas, mais j'achète pour des raisons de temps. Voilà. Fondamentalement, si tu connais un petit peu la semence des choux et comment ça fonctionne, voilà, faut avoir un peu plus d'espace que je n'ai pas pour le faire. Et donc ça nécessite, sans cet espace-là, plus de temps, et je ne l'ai pas. Pour éviter l'hybridation, en fait, tout simplement. Donc voilà. Le paillage va permettre de pouvoir travailler une biodiversité du sol, donc un sol qui sera toujours décompacté. Donc ça t'enlève aussi du travail, tu n'as plus à retourner la terre, parce que tu as une biodiversité qui travaille à ta place, tu comprends? Donc ça c'est du boulot en moins, tous les débuts de printemps, quand tu vois l'homme jardinier qui s'acharne, soit au niveau mécanique avec des motoculteurs, soit à la main avec une bêche à retourner la terre, et surtout quand tu as une terre qui est très argileuse, tu vois un peu la pénibilité du truc. Donc ça c'est des choses que tu enlèves, que tu élimines complètement. Donc tu imagines déjà là le nombre de choses qu'on a éliminées, c'est quand même assez important. Et après, la dernière chose qui va te rester, c'est l'arrosage. Et l'arrosage, généralement, il arrive autour de l'été, c'est là où ça devient plus important. Et du coup, le fait d'avoir un paillage un peu plus conséquent fait qu'inévitablement, avec les micro-organismes présents dans le sol, vont créer une décomposition. Et cette décomposition va te créer à la fin, je trouve pas le mot, zut, au terme, merci, j'ai une voix qui vient de me souffler, au terme du processus complet de décomposition, va te donner un humus, et cet humus va te créer un tampon, si tu veux, un peu comme une éponge. Et tout ce processus-là, que ce soit l'humus, que ce soit ton sol et le paillage que tu as mis dessus, après il y a différents types de paillage qu'on peut utiliser, comme du foin par exemple. Oui, c'est un oiseau, tu ne vas pas courir après tous les oiseaux. Ça va créer une sorte d'éponge qui retient l'humidité, qui fait qu'en plein été, ton potager, tu n'auras pas, voire très peu de fois à devoir l'arroser. En tout cas, nettement moins, quoi qu'il en soit, nettement moins que si tu n'avais pas mis ce système-là en place. Et ça, c'est un gain de temps, parce que tu as moins d'arrosage à faire, voire à certaines périodes, peut-être même plus d'arrosage du tout à faire. Et aussi économie d'argent, parce que si tu arroses avec, j'ai envie de te dire, l'eau de ton robinet, enfin en tout cas l'eau qui est distribuée au compteur, tu te doutes bien, ça fait quand même des économies d'argent. Donc tu vois un petit peu tous ces processus qui sont dans un objectif de t'enlever du temps pour te conserver quelque chose qui est du plaisir, d'accord? Et le plaisir, ça va être de dire, s'il me reste du temps, peut-être que je peux mettre plus de choses en définitive. Là où je me serais un petit peu, si tu veux, voilà, rendu un peu plus timide en me disant, non, je vais éviter d'aller au-delà, parce que déjà le peu que je fais, ça me demande énormément de temps. S'il faut que je rajoute d'autres variétés, j'y arriverai pas. Et là, pour le coup, ça permet de pouvoir le faire. Tu as libéré du temps, ou soit tu te libères du temps puis tu fais rien d'autre, soit tu en profites pour mettre des petits fruits, par exemple, pour rajouter des fruitiers, comme j'ai fait. Et les fruitiers ont plein d'avantages. Ils ont l'avantage d'avoir de la biomasse,
qu'on appelle la biomasse, c'est-à-dire les petites branches qui tombent, les feuilles. Alors là, ils sont encore jeunes, il faut les laisser pousser. Mais à terme, forcément, ils mettront de la biomasse. Et ça, c'est de la biomasse en moins à amener, et donc du temps à gagner. Tu comprends, toutes les stratégies que j'ai mises en place, pour moi, elles sont basées sur un coefficient temps, je dirais pas rentabilité, mais en tout cas efficience. D'accord. Le concept est là d'office, si tu veux. Je veux passer du temps au jardin, mais du temps intelligent. Tu comprends? Et pas du temps sur des choses qui sont clairement chiantes. Des choses comme elles sont. Voilà. Donc toute la partie chiante du jardin, j'ai fait en sorte de la virer, et c'est le cas, elle est virée. Il y a plein de trucs que je ne fais plus, mais parce que je n'aimais pas le faire. Ça ne m'intéressait pas de le faire. Je trouvais ça chiant et inintéressant, tu comprends? Donc je l'ai dégagé pour ne laisser que ce qui me plaît, et en définitive, c'est l'observation, c'est le fait d'attirer un grand nombre de biodiversité, j'aime la biodiversité, et le fait de pouvoir consommer directement comme ça tous les fruits, les légumes qui sont autour de moi, sans devoir forcément passer par la casse-cuisine. Des fois, en plein été, je bouffe directement dans le jardin. Je mets une assiette, je blague pas en disant ça, hein, mais je mets une assiette et puis c'est parti, quoi. Parce qu'il y a de quoi faire, si tu veux. Comme tout est associé, il y a une grande diversité de choses. Donc voilà, tu as la tomate qui est là, tu as ta laitue qui est à côté, tu as ta ciboulette en face, tu vois un petit peu, donc ton repas il est fait sur place, quoi. Bref, voilà un petit peu le principe. Je te fais faire le tour du jardin, je t'ai donné quelques conseils, et puis je te montre un petit peu, je continue un petit peu par rapport à l'hiver, parce qu'il y a des trucs que je voulais t'expliquer. Ouais, alors bon, je te montre tout ça, donc comme tu peux voir, c'est bien gelé, hein. Au niveau du sol, tu vois, ça a bien congelé. Alors là, ce que j'ai fait dernièrement, je te l'ai pas filmé, mais tu sais, là c'est l'hiver, au niveau des vidéos, je vais beaucoup être un petit peu encore en face caméra, mais on va commencer avant le début du printemps, hein, je vais commencer à faire des vidéos, je vais te montrer vraiment tous les travaux que je fais, tout ça, voilà, je vais te montrer ça. Là, pour l'instant, rien. Alors tout ce que j'ai fait, mais je ne l'ai pas filmé au moment où je l'avais fait, c'est remettre de la paille, en fait, c'est ce que j'ai fait. Juste avant les premières gelées. Donc j'ai fait ça, si tu veux, courant novembre, d'accord? C'était autour du, je sais plus, 10-15 novembre, un truc comme ça. J'ai fait ça, donc j'ai remis une couche de paille afin de protéger le sol. C'est vraiment l'objectif. Sur lesquels, comme tu peux voir, les feuilles, alors là j'ai un espèce de cerisier, tu vois, qui est juste au-dessus. Puis aussi, toutes les feuilles des petits fruitiers que j'ai tombent sur la parcelle, et comme tu peux voir, ça je les ramasse pas, ces feuilles là, je les laisse comme ça, elles vont se décomposer. Tu verras au niveau du printemps, tu verras qu'il reste plus rien, tout se sera décomposé au niveau des feuilles. Ça aussi, tu vois, il y a beaucoup de jardiniers qui vont passer beaucoup de temps à enlever les feuilles, souffler les feuilles, virer les feuilles, alors qu'en définitive, je te montrerai, la nature s'en charge, hein, donc ça c'est des choses, c'est pas utile de s'en occuper, absolument pas. De même que tu vois, là, on voit les cadavres des tagettes, tu vois, des œillets d'Inde, que je n'ai pas enlevé, comme tu peux voir. Il y a aussi des reliquats de tomates, tu vois là ici, attends, voilà, tu vois, des reliquats, ça j'enlève pas tout ça. Alors c'est vrai qu'il y a beaucoup de jardiniers qui vont faire le propre avant l'hiver, il y en a beaucoup qui le font, hein. Moi c'est des choses que je ne fais pas, parce que tu verras au niveau du printemps, tout ça sera disparu, ça laissera la place à de nouvelles cultures, donc tout ça je le laisse. Ça c'est les principes de base, tu vois, que je fais. Et au niveau du paillage, je vais te montrer, au niveau de la terre, là où généralement la majorité des jardins qui sont dans ce principe-là, si tu veux, on va travailler par principe-là, excuse-moi, on va laisser la terre à nu sans la recouvrir. En règle générale, en plein hiver, ta terre, c'est du béton armé, quoi. Elle est complètement, vu qu'elle est humide, elle est complètement gelée, tu peux plus rien en faire. Et le grand avantage, je vais réunir mon jean, tu vois, attends, tu vois. Le grand avantage d'un paillage, tu vas voir, c'est que dès que je retire cette couche de paille, tu te rends compte qu'en dessous, regarde, la vie est encore un peu présente. J'ai des collemboles qui sont, je sais pas si tu vas les voir, tu vas les voir bouger un tout petit peu. J'ai des collemboles qui sont encore là. Donc j'ai une vie du sol qui est encore un peu présente. Mais c'est surtout, regarde la terre. Elle est absolument pas, regarde, elle n'est absolument pas gelée. Et c'est parce qu'elle n'est pas gelée qu'elle permet à la vie du sol de continuer, alors beaucoup moins qu'au début du printemps et à l'automne, mais elle lui permet de continuer son processus de décomposition. Et ça te permet de préserver ton sol, surtout quand tu es dans un principe de sol vivant, d'accord? Oui, non, faut laisser la vie. Oh, forcément j'ai fouillé en la terre, elle veut fouiller avec, tout bien. Donc voilà un petit peu tout ce principe, si tu veux, de sol, de vide, machin. Tout le concept il est là. Je protège mon sol de l'hiver en remettant une couche de paille avant les premières gelées,
et je refais exactement la même avant l'été, juste avant l'été, avant les grosses chaleurs de l'été, afin de protéger mon sol des rayons du soleil. En hiver, c'est pour éviter le gel profond des sols qui ferait que ça tuerait la vie du sol, ce qui me poserait des problèmes au début du printemps et de sérieux problèmes pour relancer la décomposition de la matière, nécessaire si tu veux aux plantes qui viendront s'installer par la suite. Et en été, ça m'évite une évaporation drastique de la terre et un assèchement de la terre, qui poserait des gros problèmes après en automne pour que l'ensemble se réhumidifie. Il y a une attention particulière à faire par rapport à ça. Je te donne l'info directe maintenant, c'est qu'on ne repaille pas un sol avant l'hiver si ton sol est complètement sec. Ne le fais pas parce que là, tu vas aller droit dans des problématiques monumentales. Donc automatiquement, il faut que ton sol soit déjà humide pour qu'il puisse être repaillé. Il y a des régions où la sécheresse, cette année, a sévi énormément. Si ton sol n'était absolument pas paillé, et que tu te dis, tiens, je testerai bien ça cette année, vérifie avant que ton sol, de la surface jusqu'à à peu près 10-15 cm, soit correctement humide. Je n'ai pas dit forcément trempé, mais humide. Et si ce n'est pas le cas, ne paille pas, parce que si tu pailles maintenant avec la hauteur de paille que je mets, qui est autour de 15-20 cm, le problème c'est qu'au début du printemps, tu vas avoir ton sol n'aura pas la quantité d'eau qu'il aurait dû avoir. Et donc tu vas commencer à travailler en négatif. Et vu que ta paille elle est intense et qu'au début du printemps, je parle fin février, début mars, d'accord, les pluies logiquement arrivent, vu que la paille est assez forte, l'eau ne va peut-être pas pénétrer assez, d'accord. Et donc du coup, tu vas repartir au début pour l'été avec une quantité d'eau dans ton sol qui ne sera pas suffisante. Tu comprends un petit peu. Voilà. Après, je sais qu'il y a la technique de découvrir le sol pour que la pluie rentre. Je suis pas tellement client de cette technique-là parce que inévitablement, en faisant ça, comment te dire, tu ruines un peu la vie du sol, hein, surtout à cette période-là. Donc, faut mieux travailler sur ce principe-là. Voilà, bon, c'est juste cette petite machin. Voilà, on a fait un petit tour sur l'ensemble. Là, j'ai des parcelles que j'ai modifiées, je t'avais expliqué dans le fond, là. Voilà un petit peu, tu vois. Mais bon, voilà, rien de plus. Hein, c'est juste pour te montrer le gel, l'effet du gel sur les parcelles et l'intérêt des gelées liées à l'hiver et comment ça préserve le sol. Voilà, je te dis rendez-vous bien bientôt. N'hésite pas à t'abonner. Allez voir dans la description pour faire partie de cette liste privée sur laquelle il y a beaucoup de monde qui en font déjà partie. Et je transmets beaucoup d'informations qui te permettent de pouvoir vraiment passer à l'action. C'est plus détaillé que dans les vidéos que je te présente. Là, on est vraiment sur les supports techniques. Voilà, je te dis à très vite. Ciao.